Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Fabrice Grinda. Alors, je crois qu'on peut dire aussi Fabrice Grinda parce que tu es aux États-Unis depuis très longtemps. Fabrice, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Oui, donc je suis niçois, j'ai 43 ans. J'ai en fait quitté la France à 17 ans pour aller faire mes études à l'université de Princeton dans le New Jersey, où j'ai fini premier ma promo à 21 ans en 96. J'ai travaillé dans le cabinet de conseil McKinsey & Company à New York en tant qu'analyste. Puis je suis passé associé à 23 ans en 98, et puis étant au bon endroit au bon moment avec les bonnes compétences, j'ai commencé à devenir entrepreneur internet en 98. J'ai monté un site d'enchères qui s'appelait Auckland, qui avait connu pas mal de succès à l'époque, même si quand j'ai vendu, la bulle a éclaté, donc j'ai fini par plus ou moins rien gagner. Je suis rentré aux États-Unis en 2001. Je t'interromps pas trop, mais à chaque fois, Auckland, c'était quand même un huge, mais bon, on y reviendra tout à l'heure. Pas de problème. Je suis rentré aux États-Unis en 2001. J'ai créé un site de contenu mobile, donc de sonneries, logos, etc., qui s'appelait Zingy. On est passé de 1 million de chiffres en 2002, 5 en 2003, 50 en 2004, 200 en 2005. Profitable. J'ai vendu ça pour 80 millions en mai 2004, je suis resté en tant que PDG pour 18 mois. Et en début 2006, j'ai créé un site qui s'appelle OLX, qui est en fait le bon coin du reste du monde. On est le plus gros site de petites annonces de tous les pays émergents, donc Russie, Ukraine, Roumanie, Pologne, Brésil, Inde, Pakistan, en fait toute l'Afrique, toute l'Amérique latine, toute l'Europe de l'Est, toute l'Asie du Sud-Est. J'ai vendu ça en 2013 à Naspers, qui est une sorte de groupe coté en Afrique du Sud de médias qui détient 35% de Tencent. Et en fait, en parallèle, tout ce moment, pendant que j'étais PDG de start-up, plein d'autres entrepreneurs venaient me demander de l'argent, des conseils, et donc j'ai commencé à devenir business angel. Et en fait, en 2013, j'avais déjà eu 100 participations dans des startups, et donc je me suis rendu compte que j'aimais et investir et être PDG. Donc j'ai créé la structure que je gère aujourd'hui, qui s'appelle FJ Labs, qui est une sorte de hybride entre fonds de capital risque, où on investit dans 50 à 100 startups par an, et de startup studio. Je crée 1 à 2 startups chaque année. Donc là, on a 400 startups dans lesquelles on investit en tout. 400. Et j'ai créé 8 startups les quelques dernières années qui marchent plutôt pas mal. On peut dire que tu es entrepreneur. Oui, ouais. Et en fait, voilà, je me définis en tant qu'entrepreneur. Et du coup, ça fait beaucoup de choses. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que comparativement à des Marc Simoncini ou même Xavier Niel ou des grands entrepreneurs français de la première vague, on va dire, Internet, toi, t'es connu par les puristes, j'ai envie de dire, et les puristes peut-être comme moi, et encore, moi, c'est Laurent que t'as croisé, Laurent Kretz, mon associé, qui est aussi qui te connaît depuis quelque temps, qui nous rappelle à tes bons posts sur ton blog assez souvent, mais finalement sur le grand public. Alors peut-être que c'est parce que t'es aux États-Unis depuis très longtemps, tu restes assez discret. En fait, je pense que c'est vraiment parce que je suis pas présent sur le marché français. C'est-à-dire que quand je gérais Auckland, c'était l'inverse. Il y avait une couverture médiatique incroyable, en partie à cause de la bulle, et parce que Auckland avait pas mal de succès. Donc, j'étais probablement des 3-4 entrepreneurs les plus visibles en 98, 99, 2000. Mais c'est l'effet aussi gros poisson dans une petite mare. Et donc, on est plus visible quand on est en France. Aux États-Unis, en fait, il y a tellement d'entrepreneurs qui ont tellement de succès, il y a tellement de risqueurs qui ont tellement de succès, je suis moins visible, mais d'autant moins visible en France que je ne suis pas en France, en fait. Et du coup, je voudrais revenir juste un peu au tout début et à toute première partie de ta vie. Donc, tu as grandi à Nice ? J'ai grandi à Nice. J'étais au lycée Masséna. D'accord. Et du coup, alors, c'est quoi le parcours d'un petit Niçois pour arriver jusqu'à Princeton ? Comment
c'est tes parents, c'est toi qui te pousses tout seul. Comment déjà t'as même l'idée, j'ai envie de dire, je veux dire le parcours d'excellence. T'es bon ingénieur, t'as envie d'aller, je sais pas, Henri IV et puis de faire l'X. Enfin déjà à se dire aller au niveau du, oui, c'est pas c'est le niveau du dessus, mais en fait j'étais nerd, donc j'ai sauté quelques classes, j'ai eu mon premier PC en 84 quand j'avais 10 ans, donc j'ai commencé à programmer, j'ai monté un BBS qui était une sorte de l'ancêtre de l'internet, mais qui n'est pas le Minitel français, où les gens se connectaient par modem. Donc j'étais toujours intéressé par l'informatique, la programmation, et à l'époque je suivais mes deux rôles modèles qui étaient Steve Jobs et Bill Gates. Et quand j'ai commencé à regarder le potentiel d'un parcours en France, il me paraissait plus limité, notamment pour quelqu'un de jeune, où aux États-Unis, il y avait ce potentiel de rêve américain. Et sachant qu'on parle quand même d'une période qui est quasi pré-internet. Je veux dire, c'est tout pré-internet. Toi, pour le savoir tout ça, faut en fait, une certaine littérature. C'est assez ridicule. Mon livre d'histoire-géographie parlait de deux universités aux États-Unis qui étaient Harvard et Princeton. D'accord, c'est ça. Ok. Je ne savais même pas qu'il y avait un bac équivalent aux États-Unis qui s'appelait le SAT et l'Achievement Test qu'on pouvait préparer. Donc je les ai pris ne parlant en fait à peine anglais. Je suis allé l'été entre ma première et ma terminale visiter les universités pour récupérer les dossiers d'admission ou d'application, où j'ai appliqué, je sais pas par quel miracle je suis rentré parlant relativement mal anglais. Là-dessus, tes parents te soutiennent, ils se disent il est un peu chelou, c'est quoi? Oui, mais j'ai toujours été un peu fou, ma famille, parce que j'étais vraiment Sheldon en fait à l'époque. Et en plus je ressemble un peu. J'étais intéressé uniquement par la réussite intellectuelle, la curiosité intellectuelle, la réussite scolaire, et vraiment rien d'autre. Donc j'avais pas d'amis, j'avais pas de copines. Pas d'amis. Non, en plus j'étais timide, introverti. La seule chose qui m'intéressait, c'était la découverte intellectuelle. Et c'est quoi le regard que t'as, excuse-moi, mais sur cette période maintenant? Enfin, t'as peut-être pas de regret, hein, du coup, mais c'est hyper intéressant, je veux dire. Oui, en fait, je suis pas sûr que je serais où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas eu cette période-là où justement j'étais vraiment complètement focus sur soit la réussite scolaire, soit la création d'entreprise, la programmation. Et en fait, le regard était simple. Où la perspective était simple. À Princeton, il y a plus de prix Nobel sur le campus que dans la France entière. Nos profs sont ces prix Nobel-là. On a une liberté intellectuelle où on arrive, nous donne un livre de 400 pages où on choisit ses cours. Et donc une fois que t'es admis. Hein. Une fois qu'on est admis. Et donc une fois étant admis, j'ai pris des cours en chimie organique, en biologie moléculaire, la guerre du Péloponnèse, j'ai appris le mandarin, j'ai le vector algebra, vraiment tous les sujets possibles et imaginables. Et tu les choisissais pourquoi? C'est quoi? Curiosité intellectuelle, en fait. C'était intéressant, avec pas forcément d'arrière-pensée. J'ai pas étudié la programmation parce qu'en fait, je programmais déjà, donc je pensais que c'était pas particulièrement utile. In fine, j'ai gradué en économie et en mathématiques, parce que il me semblait que l'économie expliquait comment fonctionnait le monde. Le modèle étaient les plus appropriés par rapport au fonctionnement du monde. Mais encore une fois, j'ai fini premier de Princeton, donc premier de ma promo. Ça c'est quelque chose. Je veux dire. Oui. Alors, je rappelle que pour ceux qui connaissent un peu ou pas beaucoup, Princeton, donc c'est vraiment l'université d'excellence, même parmi la Ivy League. C'est là où la Ivy League est. Oui, c'était la meilleure école d'undergrad de l'époque, ou même d'aujourd'hui encore, parce qu'il n'y a pas d'école d'affaires, il n'y a pas d'école de droit, etc. Donc c'est vraiment la plus sélective. Ils acceptent 4% de gens qui s'y présentent, et ne s'y présentent que ceux qui ont des notes parfaites. Et toi, tu sors majeur. Ouais. Et t'as pas un énorme melon à ce moment-là? Oui et non, parce que d'abord j'arrive là-bas, je parlais pas vraiment anglais, et encore une fois, j'étais encore très timide, j'avais toujours pas d'amis, toujours pas eu de copine. Tout Princeton, tout là-bas, toujours, c'était que prendre des milliards de cours, et puis il fallait payer Princeton qui coûtait très cher, même si ma famille aidait. J'ai créé ma première boîte en fait où j'exportais du matériel informatique des États-Unis vers l'Europe. J'ai vu ça. Qui m'a permis ou aidé à payer mes études. Donc ça, tu crées ça quand? Quelle année? À 17 ans, en 92. Avant 18 ans. Oui. Tu l'incorpores toi-même? Oui. 100%? Oui.
Oui, donc j'ai dû apprendre comment faire ça c'était pas sur Internet. Il fallait de télécharger les documents, apprendre à payer des impôts, etc. Mais c'est un modèle économique positif dans le sens où je recevais des commandes de détaillants français Ouais. qui me payaient upfront et je passais les commandes par fax. Je les payais eux à 30 jours plus tard, donc j'étais cash flow positif dès le premier jour, donc j'avais pas besoin de cash pour faire tourner la Et boîte. les mecs, ils savaient pas qu'ils avaient un gamin de 17 ans de l'autre côté. Ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, j'avais créé un compte de grossiste chez les distributeurs, et donc j'achetais en gros aux États-Unis et je vendais aux détaillants en France, et c'était cash flow positif, ça payait ma vie. Et donc quand j'ai fini Princeton, j'avais 21 ans, donc premier promo, avec Clinton qui vient nous donner le discours, le diplôme parce que c'était les 250 ans de la création de Princeton. Et en fait, c'était une période géniale en termes de curiosité intellectuelle, d'apprendre à apprendre, d'étudier tout et n'importe quoi. Et aussi d'apprendre de créer sa première boîte, mais j'avais pas d'employé, j'avais pas travaillé en équipe. Donc j'ai vu l'internet net, c'est-à-dire que en 93, dans notre dorm, ils ont installé des T1. Donc, on avait 10 mégabits alors que le monde était en modem. Les modems, ils étaient à 19 200 baux. Et nous, on était à l'équivalent de 10 millions. Donc, on avait de l'Internet très rapide dans les chambres, ce qui était une chance extraordinaire. On a commencé sur Usenet et Gopher et puis on a vu MosaicNet, puis Netscape. Et en fait, puis Yahoo en 95. J'étais déjà convaincu que c'était là où il fallait que j'opère, et deux, que c'était une bulle. Mais c'est ce qui est quand même fantastique, c'est que dans un contexte comme ça, tu te retrouves bercé dans un truc où t'as quand même 3-4 ans d'avance. En fait. Ah oui, j'étais au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes compétences. Mais c'est toujours le cas aujourd'hui, tu crois? Si tu t'es à Princeton maintenant, là, t'as tes quelques années d'avance aussi, déjà? Moins d'avance qu'avant, tout s'est démocratisé. Aujourd'hui, on a l'internet par nos smartphones dans tous les pays du monde. L'accès à la connaissance. L'accès à la connaissance est démocratisé et le coût de développement est énormément baissé. Quand j'ai créé Auckland, la moitié de l'équipe technique, c'était en fait pour monter des serveurs, les maintenir, etc. Aujourd'hui, tout ça, c'est sur AWS. On n'a plus besoin de licences Oracle et Microsoft. Ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Et donc, ça a démocratisé l'entrepreneuriat au sens large. Et donc, du coup, là, tu sors majeur. Tu avais Bill Clinton qui te serre la pince, qui te file ton... Et pas vraiment trop le melon, tu dis, et tu... Non, mais en fait, j'étais arrogant intellectuellement, mais pas sur beaucoup de niveaux, dans le sens où j'avais envie d'être entrepreneur, mais je me suis dit, j'ai 21 ans, j'ai jamais travaillé en équipe, je suis encore très timide à cette époque-là. Tu t'en rends compte que t'es timide? Ah oui, je le savais. Et je me suis dit, si je crée quelque chose, je vais pas être pris au sérieux, ça va échouer. Si je rejoins une startup, pareil, j'ai 21 ans, je vais pas être pris au sérieux. Il faut que j'apprenne les affaires. Et donc, je suis allé à l'endroit où tous les gens qui étaient les plus intelligents que je connaissais de Princeton sont allés, qui était McKinsey, qui est un cabinet de conseil. Et quand tu sors majeur de Princeton, on te fait passer un entretien ou Oui, il faut passer des entretiens, des case studies, mais c'était génial. En plus, c'est toujours d'entretien que je trouvais amusant. C'était des sortes de brain teaser où on teste sa capacité intellectuelle. Et en fait, ça a été très utile parce que je suis rentré chez McKinsey et souvent, je retrouvais donc de gens très intelligents, mais parmi eux, j'étais souvent le plus intelligent et pourtant celui qui avait le moins de réussite. Parce que pour réussir dans la vie, c'est pas une question de QI, c'est aussi une question d'empathie, de capacité à communiquer à l'oral ou à l'écrit de manière concise et précise. Quand tu dis le plus intelligent, c'est par rapport à un QI justement, par exemple. Oui. C'est-à-dire la capacité, les temps de réaction, la compréhension, mais c'est pas ça qui fait le succès dans la vie. Il faut pouvoir travailler en équipe avec des gens qui nous comprennent, qui n'ont pas forcément le même background. Il faut pouvoir s'exprimer simplement. Et or, c'est l'inverse de Princeton. Princeton, on écrit des rédactions sur 30 pages avec des belles phrases bien construites et des mots compliqués, la conclusion à la fin. Alors que communiquer en affaires, c'est la conclusion au début, une idée par page, des phrases de 7 mots avec un verbe au présent d'action. C'est là où ton parcours est quand même assez atypique et intéressant. C'est que donc tu es économiste, on pourrait dire. Oui, tout à fait. Et on aurait pu penser qu'un majeur de promo à Princeton pourrait avoir plus une
une suite universitaire, Ah quelque oui, chose. il voulait absolument que je fasse un PhD. Oui. Mais Et toi, tu étais déjà pragmatique. T'as un côté je voulais être entrepreneur, en fait. Parce que quel est le dernier économiste qui a eu un réel impact sur le monde de par son travail? C'est probablement Keynes. C'est-à-dire qu'en Keynes, il a aidé à créer, je ne parle pas par les idées, que ce soit Friedman ou autre, ils ont eu beaucoup qui ont eu des impacts, mais en direct, il a aidé à créer l'IMF et le Bretton Woods System. Mais l'académie et donc le monde universitaire est hyper spécialisé. On n'a que 7 ou 8 personnes qui en moyenne lisent les papiers qu'on publie. Donc j'avais déjà publié ma thèse donc j'avais compris ce monde, je savais comment y réussir. Je me suis rendu compte que j'aurais eu un impact en fait relativement faible et qu'au contraire, ce qui touchait le monde le plus à ce moment-là, c'était la démocratisation de l'informatique et la standardisation. Donc si je regardais un Bill Gates avant même ses offres caritatives, la standardisation des logiciels a permis d'informatiser le monde et d'augmenter la productivité à l'échelle mondiale et de toucher des milliards de gens. Donc toi, ton ambition, c'était de rentrer dans cet impact quelque part. Tout à fait. Okay. Mais je me sentais pas prêt, donc je suis allé à McKinsey, qui est une sorte d'école d'affaires, sauf que ils vous payent, donc ça avait l'avantage d'être une sorte de business school gratuite. Et où effectivement, j'y suis rentré, je me suis rendu compte que j'avais pas les capacités. J'étais de loin probablement le moins performant parce qu'il me manquait des différents la capacité de travailler en équipe, la capacité d'avoir une intelligence émotionnelle. Mais ils investissent dans les gens. Donc chez McKinsey, j'ai pris des cours de communication orale et écrite, des cours de discours public et plus l'interaction avec mes collègues et nos clients qui m'a permis de grandir. Sachant que le piège, c'est d'y rester. Enfin, le salaire... Mais en fait, je pensais que j'allais rater la bulle. Je pensais que j'y allais et que j'allais rater la bulle. Tu voyais déjà une bulle. Oui, c'était assez clair pour que des boîtes comme Netscape ne valaient pas 5 ou 10 milliards de dollars quand ils n'avaient pas de chiffres, etc. Donc, beaucoup de gens voyaient la bulle. Et je pensais que j'allais rater la bulle, mais il s'avérait que 2 ans plus tard, en 98, donc je suis promu au stade d'après, je pensais que j'avais appris ce que j'avais à apprendre, je l'avais pas raté. Et donc, je me suis dit, bon, il faut y aller. Donc, c'était assez clair. J'ai quitté McKinsey pour créer Oakland. Et alors là, tu rentres dans une approche. J'ai lu quelque part que tu avais croisé les frères Samware de Rocket Internet, dans une approche déjà un peu startup studio, ou peut-être pas, je dirais pas copycat, parce que c'est peut-être, alors ça peut être vu comme un gros mot, mais sans, mais à l'époque, je manquais d'idées novatrices à amener au monde, qui est le problème numéro 1. 2, j'avais 23 ans, donc c'était 2 ans après avoir rejoint McKinsey, et je me suis dit, et pas vraiment d'expérience opérationnelle. Donc, il y a beaucoup d'idées qui étaient hors de ma portée. Donc, créer un Amazon, il faut une compétence en supply chain management, en gestion d'inventaire ou en stock. Il faut des milliards de dollars. Faut limite avoir une boutique au début, c'est presque plus simple, quoi. Ou créer un e-trade, il fallait, une licence bancaire, quoi. Beaucoup de métiers avaient des contraintes qui n'étaient pas appropriées pour quelqu'un qui avait relativement peu de moyens, pas d'expérience opérationnelle. Mais en tant qu'économiste, l'idée d'une place de marché comme eBay l'était, où il faut créer de la liquidité et de la transparence dans les métiers qui avant étaient opaques et fragmentés, a tout de suite résonné avec moi. Et donc immédiatement, je me suis dit, bon, il faut faire ça. Et il me semblait le plus simple de l'amener en France et en Europe, où c'était pas fait. À le refaire, j'aurais probablement dû faire de la petite annonce plutôt que des enchères et rester dans la Silicon Valley plutôt qu'aller en Europe. Mais ça me paraissait j'ai identifié où il y avait une sorte d'opportunité et de trou et je me suis lancé. D'accord. Et donc tu te lances. Alors c'est quoi les triggers c'est quoi le moment of truth? Comment tu pars de McKinsey? Avec combien? Avec qui? C'est quoi qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi donc en fait, j'ai quitté Princeton, j'avais $50 000 qui me restait des bénéfices de la compagnie d'informatique. En ayant payé Princeton? Et en ayant payé Princeton et t'avais quand même bien marché. Oui, mais c'est relativement peu dans l'absolu, mais oui, c'était pas mal. C'est $50 000, j'ai fait 2 choses. T'as fermé la boîte? Oui, j'ai fermé, j'ai juste fermé.
D'accord. Tu t'es jamais dit, je continue ce machin, ça va devenir... Non, trop petit. Non, c'était un moyen d'apprendre, un moyen de gagner de la vie, mais c'était pas scalable. Et puis Dell avait déjà été créé quelque part. D'accord. Donc j'avais 5 ans de retard pour créer un Dell. Sur ces $50,000, je fais deux choses. $25,000, j'ai mis dans 4 actions qui étaient Microsoft, Yahoo, Amazon et Intel. Et ça, c'est devenu 300,000, plus ou moins 2 ans plus tard. Tu les as plus, donc tu les as revendus, celles-ci. Que j'ai revendu, oui, pour justement financer Oakland. D'accord. Et j'ai acheté un appartement, 2 pièces, pour $115,000. J'ai mis les 25,000 down, j'ai emprunté le reste. Ouais. Et j'ai vendu ça $185,000 2 ans plus tard. Donc, net d'impôts, il me restait à peu près $300,000 en 98. Donc, j'avais mon capital d'amorçage, qui était les 300,000. Donc, j'ai tout vendu. J'ai quitté McKinsey. Le jour, en fait, où un ami m'a présenté eBay, et je suis tombé amoureux instantanément du concept. C'était évident qu'il fallait faire ça. Il s'avérait par pur hasard que 2 semaines plus tard, ils ont filé ce qu'ils appellent leur S5 et leur document de pré-introduction en bourse, qui m'a présenté comment, en fait, créer ça. Alors, donc, avoir des équipes organisées par catégorie pour créer de la liquidité auprès des vendeurs, par numismatie, la philatélie, les pièces de matériel informatique, ça. Donc, j'ai un peu dupliqué j'ai dupliqué le modèle économique, l'adaptant bien sûr au marché français par rapport aux catégories. Et donc, quand on s'est lancé, comme on était les seuls qui avions professionnalisé en fait l'offre et l'obtention de contenu, on avait le plus d'objets, et on n'était pas juste des programmeurs qui avaient mis le site, c'était fini. D'accord. Donc ça, vous lancez en combien de temps? Donc je quitte McKinsey le 17 juillet 98, donc 23 ans, et on s'est lancé en avril 99. D'accord, donc un peu de temps. Donc oui, parce qu'il faut le temps de le développer, trouver le directeur technique qui a fait le back-end. J'ai programmé moi-même le front-end, donc j'ai appris l'équivalent du CSS aujourd'hui, pour le faire, monter l'équipe commerciale. Combien de personnes tu recrutes? Comment Ouais, une quinzaine de personnes. Sur tes $300,000. Ouais. Et donc au lancement, t'es toujours self-funded? T'as levé un peu? Non, self-funded. Je commençais à parler au capital risqueur, mais la bulle n'avait pas encore atteint le capital risque français. D'accord. Donc c'était difficile au début. Je parlais au Partech, etc. Mais il comprenait pas mes ambitions en termes de valorisation, de désir en termes de levée de fonds, etc. Partech en 99, ils sont 2, quoi, non? Oui, c'était Jean-Marc Patouillot. Toujours là. Toujours là, avec quelqu'un d'autre. Et donc, je parle à tout le monde qui étaient les VC français. Les VC américains, ça les intéressait pas, j'étais trop loin. Mais il y avait une sorte de déconnexion. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave, on se lance. Et ça part. Et ça marche assez fort. Plus on commence à créer et à être apprécié des médias. Donc, être vraiment bien vu dans les Échos, toute la presse écrite. eBay n'existe pas en France, hein, encore. eBay n'existait pas en France, non. D'accord. Et t'es le premier? Il y avait eBazaar? Non, eBazaar s'est lancé avant nous. Ils sont lancés en octobre ou novembre de l'année d'avant. Et toi, tu le savais? Tu le savais qu'ils arrivaient? Non. Tu les as vus sortir du jour au lendemain? J'en ai vu, oui, mais j'en ai vu, il y en a 5. Entre le moment où j'ai eu l'idée, où je me suis lancé, il y en a eu 50 qui se sont lancés. En France. Il y en a eu 200 en Europe, quoi. C'est clair, au moment de la bulle, tout le monde, c'était assez évident qu'il fallait le faire. Il y a une concurrence incroyable. Dans des métiers qui sont en fait quelque part monopolistiques, où il y a très peu de... en fait, il y a qu'un seul gagnant dans la place de marché, parce que de plus en plus d'acheteurs attirent de plus en plus de vendeurs, de plus en plus de vendeurs attirent de plus en plus d'acheteurs. Mais on était, avec eBazaar, les seuls qui étaient vraiment professionnels, où on avait des équipes de vente, on filtrait les annonces, on s'assurait qu'il y ait de la bonne qualité acheteur-vendeur, on s'assurait que la transaction se passe bien, et on avait des moyens de dépenser un peu en marketing que la plupart n'avaient pas. Et du coup, vous vous battiez tous les deux pour vous faire racheter par eBay? C'était ça le trip ou... Non, l'idée, ça aurait été de gagner de manière indépendante en Europe, ça aurait été l'idéal, et pas de se faire racheter. Mais en fait, comme eBay, tout d'un coup, ils ont commencé à être tellement survalorisés et à vouloir s'étendre. La question c'est, est-ce qu'on va faire concurrence avec eux, ou est-ce qu'on va s'allier avec eux? Et en fait, ils m'ont fait une offre de rachat au tout début, mais j'avais une arrogance incroyable. C'est-à-dire que ils m'ont offert, avant que je lève des fonds auprès d'Arnaud, il m'avait offert, je sais pas, $20 millions, j'avais 75% de la boîte. Et donc, j'allais gagner. Et t'avais quel âge? 24 ans. Et j'allais gagner, j'allais gagner $15 millions. Mais, comme j'avais jamais Et fait la boîte existait depuis?
Depuis 4 mois. Mais ça m'avait pas... Mais en fait, comme j'avais fait ça pour le fun, pour créer une compagnie, et tout paraissait facile et faisable, j'avais aucune notion des réalités, en fait. Ça paraissait pas tellement d'argent, alors qu'en fait, c'était infiniment d'argent. Ça paraissait pas tellement impressionnant. Et puis, je me suis dit, je fais ça pour partir à l'aventure, pas pour vendre. Et donc, oui, puis à la fois dans toute grande aventure, hein, Zuckerberg, évidemment aussi, Brin, Page, ont tous eu des offres de rachat qu'ils ont refusées. Il y a un moment où tu dois aussi... mais à l'époque, c'était pas encore le cas. C'est-à-dire que Google venait juste d'être créé. Ils avaient pas encore refusé des offres de Yahoo. Et bien sûr, c'était des années avant que Facebook existe. Donc, non, mais je parle de la dynamique, quoi, je veux dire. Mais oui, mais ça m'a même pas, voilà, en plus, ça paraissait pas tellement d'argent, alors qu'en fait, je me suis rendu compte à quel point c'est beaucoup d'argent, $15 millions. Donc, je me suis dit, bon, on part à l'aventure. Donc, j'ai levé 18 millions de dollars auprès de Repatweb. Donc de Arnaud. Ouais. C'est sa grosse venture firm. Hein. Et on a fait des pubs télé, on s'est lancé, on a grandi. Tout allait en fait très bien pendant assez longtemps. Quelqu'un que tu rencontres, Bernard Arnault, à cette époque-là? Oui, plusieurs fois. Il était intéressé en fait par le produit et donc justement passer du temps à itérer sur à quoi ça ressemble, quelles sont les couleurs, etc. Donc quelqu'un que tu vois toujours? Non, parce que après que j'ai vendu, que je lui ai vendu en fait fin 2000, plus d'interaction en particulier. Mais bon, la bulle a éclaté. Ils ont pas voulu vendre à eBay, ils ont voulu vendre à QXL Ricardo, qui était un autre concurrent coté en Angleterre, mais qui avait le mauvais modèle. Donc c'est eBazaar qui a vendu à eBay, qui était pas le bon choix en fait. On aurait dû vendre à eBay plus tôt. Donc on a des désaccords sur la stratégie. Et donc in fine, j'ai vendu, j'ai quasiment rien gagné. Et la bulle ayant éclaté. C'est toujours fou ça, parce que quand même tu te souviens après coup d'Auckland et j'ai cru voir quelque part que tu t'avais pas gagné grand chose là-dessus, mais on a du mal à le croire. Même, enfin, tu vois, quand t'as levé, faut bien le rappeler, hein, quand t'as levé 18 millions de dollars, quand tu as fait un truc aussi connu, que tout le monde a utilisé à une certaine époque, en tout cas tous les gens qui étaient en ligne, il est possible d'arriver à une fin où tu gagnes pas grand chose. D'abord, lever des fonds, c'est pas une marque de succès, hein. C'est la vraie sortie, cash on cash qui est une vraie marque de succès. Et puis, quelque part, on a perdu la guerre. C'est eBazaar qui a gagné, et qui a vendu à eBay ou qui a fusionné avec eBay. Nous, on a fusionné avec QXL Ricardo. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que toute la plateforme de QXL est passée sur la plateforme de Auckland et leur action, malheureusement, a baissé de 10 milliards de valo à 30 millions. Donc, quand la bulle a éclaté, leur market cap, elle est baissée de 99,98%. Maintenant, 10 ans plus tard, en 2008, ils se sont fait racheter pour 1,9 milliard. Mais il fallait avoir, les reins et la patience d'attendre, que ça remonte, parce qu'in fine, on a gagné la Pologne et d'autres pays, et ça a été très valorisé. Mais ça a pris 10 ans. Avec peut-être quelques dilutions au passage aussi, non? Oui, mais peut-être, mais j'ai même pas suivi, en fait, parce que j'avais besoin de cash pour faire la prochaine aventure. Et du coup, ça, tu vis ça comment? L'idée, c'est quoi? C'est un échec? C'est ton premier échec? C'est pas du tout un échec? Tu te dis, j'ai appris? J'ai gagné 700 000. J'avais mis 300 000, donc c'est pas. J'aurais pu littéralement rien faire et gagner autant ou plus, mais j'ai beaucoup appris. Non, j'ai vécu comme un échec parce que par rapport à mes ambitions, je l'ai perçu comme un échec. Et je veux dire par rapport notamment à ce parcours d'excellence que tu as jusque maintenant. Et je me suis posé la question ce que j'allais faire après. Mais de toute façon, j'avais pas fait que ça pour gagner de l'argent, sinon j'aurais dû vendre à eBay au tout début. Je me suis dit, j'aime être entrepreneur, j'aime créer quelque chose à partir de rien, j'aime la liberté d'indépendance et de penser, et donc je vais pas retourner à McKinsey ou aller en école d'affaires ou de gérer les nouveaux médias pour un groupe de médias. Je vais repartir à l'aventure. Mais en 2001, la donne avait changé. Il semblait que l'Internet était mort, qu'aucun capital n'était disponible. Et donc, il me fallait que je trouve une idée qui puisse être profitable relativement rapidement, qui puisse être, qui ne nécessite pas beaucoup de capitaux à créer. Et c'est là où j'ai choisi de faire Zingy, en fait. Et du coup, Zingy, tu le reprends de zéro? 0-0? Ah oui, 0. À chaque fois, j'ai commencé à 0, en fait. J'ai vu Kiwi en France à l'époque. Et Kiwi, c'était Rudel, non? C'était Jean-Baptiste Rudel, tout à fait. Donc, le fondateur de Kiwi. J'ai vu les frères Samwer qui faisaient Jamba. Ouais. Et un, deux, trois multimédia en France.
Et en fait, personne ne faisait ça aux États-Unis. Je préférais être sur le marché américain que de toute façon sur le marché français. Ça a été aussi l'enfer d'être en France entre les monopoles des enchères qui avaient été données au commissaire-priseur. Il avait fallu faire un procès à la France, à la Commission européenne. Plus j'avais pas fait mon service militaire, ils voulaient m'envoyer faire mon service militaire alors qu'on avait 150 employés. Ils ont passé les 35 heures. Nous, on travaillait 35 heures tous les 2 jours. Donc, c'était vraiment difficile en plus d'opérer en France à ce moment-là. Par rapport à ce que j'avais vécu et connu aux États-Unis. Donc, clairement, je pensais qu'il y aurait plus de tout serait plus facile sur le marché américain. En plus, c'était plus gros, il y avait plus de capital. Donc, je voulais rentrer aux États-Unis. Et j'étais toujours pas particulièrement créatif, et donc j'ai vu qu'il y avait cette idée d'arbitrage inverse où je pouvais prendre une idée qui marchait dans tous les pays du monde sauf aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas encore de contenu mobile sur le marché américain, il n'y avait pas de SMS, il n'y avait pas de premium SMS. C'est vrai, oui. Et donc et la seule boîte qui pouvait faire ça avait choisi, qui était connectée aux opérateurs, avait choisi de pas le faire. Donc alors qu'ils avaient tout, ils étaient au bon endroit, ils avaient levé 18 millions, ils étaient bien placés, ils avaient toutes les connexions. Mais ça les intéressait pas. Et donc, je suis rentré sur le marché américain. J'ai mis les 700 000 que j'avais gagnés. J'ai emprunté 100 000 sur ma carte de crédit. Mais c'est la période justement où j'ai vécu littéralement $2 par jour à New York pendant 2 ans. Voilà, on va revenir sur ce point, mais le fondamental juste du business, c'est de vendre des sonneries. Oui. Principalement mais en fait, aux opérateurs. Aux opérateurs. Qui les revendaient aux particuliers. D'accord. Et toi, tu prends des commissions sur chaque revente. Tout à fait. Mais ça m'a pris 2 ans d'avoir le premier contrat. Plus que ça. J'ai créé la boîte le 2 juillet 2001. Et j'ai eu le premier contrat en avril, ou on a lancé le premier contrat en avril 2003. Et tu as commencé tout seul, non, directement avec du monde? Tu as été associé là-dessus? Oui, j'ai toujours été associé, donc j'ai embauché un directeur technique. Ouais. Mais bon, il avait 6% de la boîte. Parce qu'en fait, il voulait un vrai salaire, il voulait... bien sûr, ouais. Alors que moi, je ne me payais pas, donc mais c'était compréhensible, il était marié, il avait des enfants, etc. Oui, donc on était 2, et puis j'ai embauché petit à petit l'équipe qui montait à 27 personnes, mais aucun capital n'était disponible. C'était en fait l'inverse de 99 où les gens m'envoyaient par fax des lettres de commitment d'investissement signées alors que je les avais jamais rencontrés. Ouais. Alors là, je pouvais plaider ma cause de toute façon possible et imaginable. Dès que j'ai expliqué au capital risqueur que je faisais du B2C et du télécom, alors que toutes les boîtes B2C avaient fait faillite, toutes les boîtes télécom avaient fait faillite, impossible de lever des fonds. Donc, j'ai fini par lever 1,4 million en plus des fonds que j'ai mis moi, mais je les ai littéralement levés 10 000 par-ci, 5 000 par-là. Dès que j'ai rencontré quelqu'un, je demandais des sous. Au fur et à mesure, pas d'un seul coup. Au fur et à mesure. Et c'est pour ça que j'ai raté la paie 27 fois, parce que j'avais pas de quoi payer la paie. Ce que tu appelles la paie? Payer les employés? Ah oui, ok, la paye. La paye. La paye, ok. Payroll. Et je n'arrivais pas à les payer. Une fois que j'ai tout dépensé, tout ce que j'avais j'avais plus de quoi les payer, j'avais pas assez de revenus pour les payer. Combien de fois tu dis? 27 fois. Mais on parle de 27 mois, donc du coup. 27, mais en fait on les payait toutes les 2 semaines, donc 27 demi-semaines. Et donc je ratais la paye et j'allais voir et je disais je comprends pas, et encore un problème avec la banque, bon. Mais je trouvais quelqu'un qui me donnait 10 000 ou 5 000 et pouf, on la faisait. Et donc petit à petit on l'a fait jusqu'en fait en avril 2003. Alors là pour le coup j'avais tout le monde que j'avais déjà rencontré et puis demandé de l'argent, j'étais arrivé à 0. Et là, je l'ai raté pendant 4 mois et demi d'affilée. Donc, on est passé de 27 personnes à 7 personnes, parce que quand on arrête de payer les gens, ils arrêtent de venir au travail. Ouais. Mais on est devenu profitable en termes de cash flow, avec le chèque du premier opérateur Sprint qui est arrivé le 15 août 2003. Et là, on était sauvés. Mais c'est quand même... je veux dire, il faut faire il y a un moment où il faut faire un acte. Il faut avoir la foi, quoi. Je veux dire, à ce moment-là, toi, tu sors d'une super université. T'as un parcours un peu d'excellence. Ouais. T'as un parcours d'excellence. Et tu te dis, je vais bouffer du ramen à $2 par jour, ce que j'ai lu quelque part. Donc, oui, plus de 2 ans. En fait, je dormais sur le canapé au bureau. Je pouvais même pas me permettre un café. Ton bureau était chez toi.
Enfin, tu habitais au bureau. Oui, j'habitais au bureau. J'avais une douche au bureau et toilette au bureau, donc j'habitais au bureau. Et tu te dis pas à un moment, fuck, je laisse ce truc tomber. Non, et en je vais plus, bosser ailleurs. je travaillais 100 heures par semaine, donc j'avais 26 ans, j'ai toujours pas eu de copine de ma vie. J'ai même pas embrassé une fille de ma vie. J'ai pas eu le temps. Il va falloir que tu nous dises à quel âge. Et du coup, non mais c'est ça. Et du coup, une sorte de et tu kiffes tous les jours. Ouais, mais en fait, cool. C'est assez amusant parce que je me suis rendu compte, il y a beaucoup de gens qui ont tout pour être heureux, qui sont pas heureux, alors qu'ils sont en bonne santé, de la réussite, etc. En fait, j'ai toujours été heureux. Et ça m'a toujours amusé. Et ça m'a amusé. Un peu stressé quand même. Je veux dire, quand tu passes de 27 à cette personne, il n'y a pas des moments oui, non, où cette tu dors période-là mal. était stressante. Surtout que bien sûr, je disais pas la vérité. Je partageais pas la réalité de notre journalier avec l'équipe. Oui, en plus, à l'époque, j'avais pris, je sais pas, 10 milliards de dollars de procès parce qu'on avait violé beaucoup des copyrights des compagnies de musique. Donc, on avait, je sais pas, 50 procès à résoudre. Plus, on n'avait pas d'argent. Donc, c'était une période assez intéressante. Mais je trouvais ça amusant, en fait. Alors que j'aimais même pas mon métier. C'est-à-dire que j'aimais pas interagir avec les compagnies de musique, j'aimais pas interagir avec les opérateurs téléphoniques, j'aimais pas interagir avec... Alors que j'ai des histoires incroyables, je passais mon temps... surtout plus tard avec 50 Cent et Snoop Dogg et Eminem, qui étaient tous nos plus gros vendeurs. J'avais jamais écouté de musique, même jusqu'en 2001 quand j'ai créé la compagnie, j'avais jamais acheté un CD de ma vie, j'avais jamais écouté de la musique de ma vie. Et après t'étais avec ces gars-là parce que tu leur reversais des fees, j'imagine. Parce je voulais des licences exclusives pour leur musique en fait, et donc je leur donnais des avances en échange d'accès à leur musique et le droit d'utiliser leur image, leur marque, etc. Donc et tu te dis quoi, juste pour comprendre, quand on est là, que tu dors dans ton bureau, que t'as tes 7 employés, que t'as pas encore signé, donc il y a eu ce point de bascule à un moment. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, je l'ai créé. J'ai forcé. Oui, mais j'ai vu que les opérateurs voulaient pas signer des petites startups parce qu'ils avaient peur qu'on n'existe pas, donc il fallait être présent au salon et essayer de leur parler en permanence. Mais en fait, de la même façon que j'avais un peu créé de manière artificielle notre succès en presse en France, je pourrais expliquer comment. J'ai MSN qui avait beaucoup de trafic. Il voulait du chiffre d'affaires. Donc, j'aurais donné du chiffre d'affaires garanti en échange qu'ils nous mettent en avant comme leur partenaire de contenu mobile. Et ça fait un communiqué de presse qui m'a donné de la crédibilité. Ce qui a fait que Motorola est venu nous voir et nous a demandé de leur offrir de gérer sur leur site web leur sonnerie logo, qui m'a donné l'accès à Nextel et à Sprint. Et une fois que j'en ai eu un, ensuite, je les ai tous eus. Et donc, mais à force de, je sais pas, la ténacité vaut plus que l'intelligence dans ce métier. En fait, il faut être présent, être prêt à manger du verre et se battre jusqu'au moment où on réussit. Ne pas accepter le non. Tant qu'on apprend, je veux dire aussi, parce que si tu t'es tenace et que tu fais toujours les mêmes conneries, ça marche pas. Oui, tout à fait. Il faut s'adapter en fonction du marché. C'est-à-dire que j'ai commencé en B2C, j'ai commencé en copie de Kiwi, et j'ai vu que ça marchait pas sur le marché américain, donc j'ai pivoté pour passer en B2B2C, mais il a fallu signer les opérateurs, donc il a fallu comprendre comment les signer. Mais en fait, j'aurais dit, eux, ils faisaient des appels d'offres, donc je répondais à l'appel d'offres, je leur disais que j'allais faire tout est possible et imaginable. C'était un mensonge du début à la fin. On n'avait rien, on n'avait aucune capacité à livrer, mais je savais ce qui était important. Donc, une fois qu'on avait le contrat signé, même si j'avais promis la lune, je livrais l'important qui était sonnerie logo et c'est tout. Et derrière, j'aurais dit que on construirait plus tard. Et une fois qu'on était déjà dans le processus d'exécution, et c'était trop tard en fait. Et c'est trop tard, mais les Américains qui sont très procéduriers là-dessus, sur le légal, tout ça, ça... C'est des petits contrats, c'était pas très, en plus on n'était pas payé, donc c'était pas très important. On travaillait, ils pensaient pas que ça allait être un gros métier, donc on travaillait avec des gens de bas niveau dans ces boîtes-là, même si c'était des énormes boîtes, les gros opérateurs. Et, c'est devenu une problématique que plus tard, une fois qu'on est arrivé à 50 millions de chiffres, à ce moment-là, c'était déjà quelque part, entre guillemets, trop tard. Et à ce moment-là, on était beaucoup plus structuré. On est passé donc de 27 à 7 quand j'ai raté la paix. Mais une fois qu'on a commencé à grandir, ensuite, c'était devenu une fusée. On est passé de 5 millions de chiffres. Quand on a fait 1 million les 9 premiers mois de 2003, 4 millions les 3 derniers mois de 2003. L'année après, on a fait 50. Donc, on avait 5 en 2003, 50 en 2004, 200 en 2005. On est passé de 7 employés à 250 en 12 mois.
Ça me fascine toujours parce qu'on en a parlé avec des amis, Christophe Garnier qui a créé Totsi aux États-Unis notamment, qui me raconte un peu qu'il recrute 150 personnes en un an. Oui. Mais j'ai des investisseurs dans Totsi. Ouais. Et il y a eu un très bel épisode si tu as le temps de l'écouter, mais voilà, pas forcément très heureux du coup. Non, malheureusement. Et pourtant, il a failli y avoir une issue heureuse. Ouais. Écoute, et ce qui est marrant dans ce passage, donc tu es vraiment dans une approche très dans la littérature startup, on parle souvent de fake it until you make it. Ouais. T'étais vraiment, alors c'était pas, je pense, écrit à l'époque, mais on est vraiment dans cette approche là. C'est-à-dire que tu vas vendre des trucs, survendre des choses en étant sûr que tu vas pouvoir délivrer un certain nombre de choses, mais le reste. C'est une approche qui marche très bien dans la vie au sens large, d'ailleurs. Ouais. Mais il faut mettre, le nombre de travail et d'heures qu'il faut mettre pour y arriver derrière. C'est-à-dire que comme on était passé de 27 à 7, pareil, on n'avait plus les capacités techniques pour livrer. Je suis redevenu VP produit. J'ai commencé à recoder les front-end, quoi. Alors que j'avais pas codé depuis, je sais pas, 5 ans. Et franchement, on me veut pas comme codeur. Et sur ce point, d'ailleurs, le nombre d'heures, comme tu le dis, Pierre Valade, que tu connais également, puisque tu es investisseur dans Sunrise, heureux investisseur cette fois-ci, voilà. raconte un peu que pour lui, quand tu bosses trop, c'est que t'es mal organisé. Enfin, il y a pas mal de gens dans l'univers mais c'est quoi ta vision là-dessus quand t'es entrepreneur, start-upper? Ça dépend des moyens que l'on a, du métier que l'on fait, etc. Mais effectivement, aujourd'hui, j'ai une équipe qui est beaucoup plus solide vu que j'ai pris mon directeur financier de Zingy, qui est maintenant directeur financier de tout ce que je fais. J'étais le VP marketing d'Oakland, qui est passé VP marketing de Mythic, qui est VP marketing d'OLX, qui est maintenant un venture partner qui s'occupe du marketing chez FJ Labs. Et donc, de plus en plus, j'ai des équipes bien structurées et il y a tous les outils aujourd'hui pour outsourcer et améliorer notre vie. Donc aujourd'hui, j'utilise Upwork, qui est une sorte de plateforme où on peut où j'embauche des gens qui font de la recherche. Anciennement Odesk, c'est ça, je crois. Ouais. C'était Odesk, c'est Upwork maintenant. J'ai des assistantes virtuelles aux Philippines qui gèrent tout mon agenda, donc on peut s'organiser pour travailler moins, mais à l'époque, tous ces outils n'étaient pas très disponibles, et puis j'avais pas de moyens. Et donc, j'avais multi-casquettes. Donc, j'étais PDG, VP produit, programmeur front-end. Et donc ce tipping point, c'est quoi? C'est finalement c'est devenir profitable en fait. Comme on n'arrivait pas à lever des fonds, la minute où je suis devenu profitable, ça nous a permis de survivre et de nous donner les moyens de grandir de manière intelligente et donc de commencer à me virer de mes emplois sans lever. Sans lever. Oui, en levant 1,4 million, mais oui, c'est ça, au fur et à mesure. Par-ci, 5 000 par là, plus en mettant les 700 000 que j'avais gagnés, plus en empruntant 100 000 sur mes cartes de crédit. D'accord. Et donc, tu arrives rentable, finalement, ça progresse très vite, et tu fais pas de levée de fonds, du coup, par la suite? Ah oui, alors la minute où je deviens profitable, tous les VC du monde qui m'avaient dit non, ils veulent investir. Alors, vous êtes gentil, mais il y a 1 an, quand j'étais à l'agonie au bord de la rue en train de mourir, ils voulaient pas investir, donc j'avais plus besoin de leurs fonds, et donc je n'ai pas levé. Mais ce qui est assez amusant, c'est que j'ai failli vendre plusieurs fois trop tôt. C'est-à-dire que la minute où on est passé profitable, on a eu une offre d'achat de 8 millions. Et j'avais 53,6% de la boîte, et j'aurais gagné 4 millions. À ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point 4 millions, c'était beaucoup d'argent. Et en fait, j'ai dit oui. Mais en fait, on a commencé à grandir tellement vite, et ils ont mis tellement de temps à faire leur due diligence, à décider. C'était une boîte de Lagardère, que d'autres personnes sont venues, ont offert 10, puis 12, puis 15, puis j'ai dit, OK, je vends pas. T'avais le droit de te rétracter. Et oui, on était en discussion. C'était des lettres d'intention, mais non binding. Donc, j'ai essayé de pas vendre jusqu'au moment où, en fait, sans que je les approche, un acheteur japonais est venu me voir en mars 2004 et me dit, OK, je vous achète 40 millions. Je dis, OK, ça, c'est vraiment beaucoup d'argent. J'ai embauché une banque d'affaires, on a fait des enchères. Et ils ont gagné, in fine, pour 80 millions. Et donc, j'ai vendu le 30 juin 2004 pour 80 millions. Et donc, tu prends la moitié de ça, à peu près? Oui, avant impôt. Oui. Et donc, ça, tu passes donc en moins de 3 ans, tu passes de $2 par jour sur ton canapé à 40 millions de dollars.
Oui, quoi, 26 après Bah oui, impôt. 26 net, ouais, c'est Ouais. ce qu'on disait aussi avec Pierre. Il y a des impôts même aux États-Unis. Hein. Et là, Mais en fait, c'est amusant, ça change rien dans ma vie parce que c'était la période où on grandissait tellement vite. Mhm. Je travaillais jour et nuit, 7 jours sur 7. Et donc, le vrai jour de célébration n'était pas le jour où j'ai vendu, où j'ai gagné 26 millions de dollars. C'était le jour où on est devenu profitable, en fait. La vraie célébration, c'était le 16 août 2003, où on a eu le chèque, je sors le champagne, on est sauvé. Quoi, là, Et là, ta vie change aussi parce que tu peux commencer à bien te payer, à faire un certain nombre de choses. Enfin, Non, venait à peine d'être profitable. Je peux pas. Ouais. Non, je me payais toujours pas. Mais non, ça permettait surtout de payer les gens que j'avais pas payés depuis 4 mois et demi, de rembourser mes factures de carte de crédit, de payer le loyer. Et puis surtout, là, t'es dans un truc où tu te dis, il n'y a pas de raison que demain, t'es quand même rentré dans une machine où tu te dis, ça va grossir. Oui, quoi. T'es pas dans un truc où... Tout à fait, oui. Mais non, mais ça, c'était vraiment la célébration. On est sauvé. Après 2 ans et demi de galère. 2 ans, 1 mois de galère. Le jour où on a vendu, en fait, c'était moins une célébration parce qu'on était tellement occupés à signer de nouveaux contrats, à lancer, rajouter des produits, etc. En fait, je continue à habiter. Là, j'avais pris un 2 pièces. Je continue à habiter dans ce 2 pièces pendant des années. En fait, même après à Zingy, même après les débuts de OLX. D'accord. Et du coup, Mais j'ai commencé à investir dans des startups. Ok. Ça, j'ai commencé à le faire parce que tout de suite, des gens m'ont approché. J'ai rencontré des gens entrepreneurs sympas. Donc, tout de suite, j'ai commencé à devenir investisseur. Et du coup, ta vie change pas tant que ça, tu le dis. Sauf que t'es quand même plus ton propre patron. Et c'est un peu la première fois depuis un bout de temps. Tout à fait. Et en plus, j'ai pris le mauvais patron. En fait, j'étais vraiment dans... Je sais pas si vous avez vu le film Lost in Translation. Oui, bien sûr. Oui, donc c'est les Japonais qui m'ont racheté. Il y a pas un qui parlait un mot d'anglais. Ils voulaient utiliser leur traducteur. Et littéralement, le mec, il parlait pendant un quart d'heure. Le traducteur me donnait une phrase d'une seconde. Donc, j'avais l'impression que beaucoup de choses n'étaient pas traduites. Et dans les deux sens. Stupeur et comblement aussi, hein, dans le genre, avec Amélie Nothomb, si tu l'allumes. Ouais. Donc c'était horrible. Et on avait tellement d'opportunités. C'est-à-dire qu'on était très profitable, on était les plus gros du marché, on a été connectés avec tous les opérateurs. J'aurais pu racheter Shazam pour $1 million. J'aurais pu racheter tout le monde. Et à la place, ils prenaient mes bénéfices et ils les envoyaient au Japon. Donc, mais au début, c'était intéressant parce que j'avais jamais fait partie d'un groupe coté. Donc, j'avais jamais eu d'avoir à faire des comptes audités. Plus les États-Unis venaient de passer toutes leurs règles débiles sur le Section 404 et le SOX compliance après le Enron, etc. Ouais. Donc, ça m'a forcé à apprendre qu'est-ce que cela impliquerait d'être PDG d'une boîte cotée à terme, vu que ça pourrait potentiellement être mon devenir. Et donc, je restais, plus c'était intéressant vu qu'on grandissait tellement vite. Donc, je suis resté 18 mois. Au bout de 18 mois, je commençais à me fatiguer qu'il me disait non à tout. Donc j'ai quitté. Mais je savais déjà que j'allais créer OLX, en fait. J'avais vu Craigslist qui commençait à décoller sur le marché américain. Je les avais approchés pour voir s'ils voulaient me laisser le gérer pour eux parce que je pensais qu'ils faisaient des choses mal. Il y avait trop de meurtres, de prostitution, de pornographie, etc. Je leur ai dit qu'ils offraient un très bon service public de meurtre à l'humanité. Oui, parce que c'est le bon coin, mais pas modéré. Et donc, il y a beaucoup de scams, de spam, de choses mauvaises qui s'y passent, surtout qu'ils ont de la rencontre qu'ils ne devraient pas avoir. Quoique là, ils viennent de l'enlever, mais bon, c'est une longue histoire. Et donc, mais ils m'ont dit non, ils voulaient pas que je reprenne les rênes. Donc, j'ai créé OLX, qui est en fait le bon coin du reste du monde à ce moment-là. Donc, je crois que tu as tourné, hein, tu as parlé à Viva Street à cette époque-là aussi. Tout à fait, j'avais essayé de racheter Viva Street, j'avais parlé à Yannick à ce moment-là, j'avais pas réussi à le convaincre. Donc, voilà, donc j'ai créé OLX de toutes pièces. Encore une fois, en recommençant à zéro. Voilà, donc là tu as un peu plus d'argent de côté, tu as fait tes investissements, j'imagine que tu te poses un peu en te disant je vais peut-être pas tout mettre dedans. Ça m'aurait pas dérangé, j'aime bien prendre des risques. Mais je pensais que ça allait nécessiter beaucoup de capital, donc j'ai pas mis tellement en fait. Au début, j'ai mis les premiers 500 000 et ensuite tous les fonds de capital risqueur qui voulaient me financer dans Zingy, auquel j'ai dit non. En fait, là, on décide de me financer. Donc, j'ai levé 10 millions au tout début sur une PowerPoint pré-lancement. En plus, une valeur très élevée de 28 millions. C'est ça le bonheur d'avoir un track record quand même, hein, de pouvoir aussi montrer que t'es capable de générer de
de la croissance. Et, tout à fait. Ouais. Oui, ça a été beaucoup plus facile. Et OLX, donc c'est vrai que c'est pas très connu en France. Pourtant, les gens qui ont touché de près ou de loin à OLX s'en souviennent. Moi, je connais quelques personnes, notamment chez Facebook, chez qui vous étiez un gros annonceur, je crois. Aussi. Oui, mais en fait, on est énorme, vraiment énorme. On a 300 millions de visiteurs uniques tous les mois. On est le 20e plus gros site du monde, donc on a 5% de la population mondiale qui nous utilise, mais pas dans les pays développés. Et donc, voilà, si vous êtes en Inde ou au Pakistan ou en Tanzanie ou au Brésil, on est extrêmement connu. Et je suis très reconnu là-bas, même personnellement, à un niveau qui est impressionnant. Quand je vais au Mozambique, le président du pays allait me chercher à l'aéroport. Au Pakistan, je suis une star. Quoi. Les gens veulent mon autographe dans la rue. Quoi. C'est un niveau de notoriété qui est incomparable. Mais dans ces pays-là, et pas du tout aux États-Unis ou en France ou en Europe. Et ce qui est assez fascinant, c'est que tout ça, on passe quand même là-dessus parce qu'on n'a pas 4 heures et que même si je les avais, je te les prendrais. Hein, mais en l'occurrence, il y a plein de trucs qu'on a passés sur Auckland, notamment des incursions en Amérique du Sud, je crois. Oui, tout à fait. Dérématé, c'est ça? Dérématé. Voilà, un certain nombre de choses que tu as pu faire qu'on n'a déjà pas évoquées dans notre discussion. Donc ça c'est quand même assez fascinant. Moi, ce qui m'impressionne quand même dans tout ça, c'est que je te disais en préparant un peu ce podcast que nous, chez Cosa Vostra, on fait un peu du startup studio, enfin pas un peu, hein, on a créé quelques boîtes. Et je crois que nous, on est assez bon sur une chose qui est comme le théorise Peter Thiel, le 0 to 1. Mm-hmm. Et toi, t'es fort sur le 0 to 1. Mm-hmm. Mais t'es fort aussi sur la suite. Ouais. Et souvent, c'est des compétences assez difficiles parce que souvent, les gens qui sont forts, donc le 0 à 1, c'est être capable de créer une boîte, de l'emmener jusqu'à peut-être, même pas sa rentabilité, mais son MVP, son POC, voilà, peu importe comment on l'appelle, et après de la faire exploser. Et souvent, quand t'es fort sur la suite, ça t'emmerde un petit peu de faire le 0 to 1 parce que t'as quand même une période où tu digues un peu de la boue pour être poli. Non, mais au contraire, je préfère le 0 to 1. C'est-à-dire que à OLX, la minute où on était, donc à la fin, on était 3000 dans 51 pays, donc très 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 gros. Mais pareil, on faisait partie d'un groupe coté. Ma vie au jour le jour devenait de gérer le budget annuel, les résultats trimestriels, m'assurer qu'on touche les résultats trimestriels. C'était plus fun. Plus fun, no more. C'était plus amusant. Ouais. Et je me suis dit, et ça a été un choix très difficile de partir parce que quand je suis PDG avec une reconnaissance telle, surtout dans un pays comme l'Inde, où il y a 1,4 milliard de personnes, où on touche la vie de centaines de millions de personnes. C'est-à-dire que tous les jours, on avait 20 millions de visiteurs uniques tous les jours, donc on les a toujours d'ailleurs, on recevait, je sais pas, 20 000 lettres d'amour de nos utilisateurs qui nous disaient à quel point on avait changé leur vie. Il y a des millions de gens qui gagnaient leur vie sur le site, des lettres touchantes où une femme me dit je suis retombé amoureux de mon mari parce que j'ai trouvé une babysitter et je peux aller en date avec lui. Et tous les jours, on en recevait, quand tous les matins, le service clientèle prenait toutes les meilleures 10 lettres et nous les partageait, on se sent bien meilleur de ce que l'on fait au jour le jour. Et donc, c'est une plateforme incroyable. Surtout que dans le monde de la startup, il faut tout tester. On fait des tests multivariés sur tous les noms, les modèles économiques, etc. Mais quand on a ce nombre d'utilisateurs, tout en fait est statistiquement signifiant. Et donc tous les tests que je fais, je peux immédiatement voir si ça va marcher ou que ça va pas marcher. Ce qui n'est pas le cas dans une petite startup où les volumes sont tellement faibles que c'est difficile que même un résultat peut changer la donne. En 2 semaines. Et donc là, en 1 heure, je sais si l'idée va marcher ou pas. Et donc on peut faire un nombre de tests impressionnant. Et ce qui fait que un résultat ou une amélioration disruptive, c'est la somme totale d'amélioration de 1% faite 1000 fois. Ce que l'on peut faire quand on a ce genre de trafic. Ce qu'on ne peut pas faire quand on a peu de trafic, en fait. Mais du coup, ça revient sur le fait que il y a des choses passionnantes sur l'après 0 to 1. Oui, mais jusqu'à un certain moment. Okay. Et moi, le moment où on fait partie d'un groupe coté, où on est coté soi-même et on a des comptes à rendre, là, c'est moins amusant.
Et donc, j'ai décidé de quitter alors que j'étais au top, en fait. J'étais en termes de plateforme qui marchait, respect, etc. Et pour repartir à zéro. T'as quand même ce truc, c'est-à-dire que si je reviens à ce que tu me disais tout à l'heure en sortant de Princeton, et ta recherche de peut-être un peu plus changer le monde qu'un doctorant, t'as peut-être à un moment là touché ce que tu cherchais, c'est-à-dire avec Tout à fait. être capable d'être un endroit, une marketplace où il y a du vrai concret, où les gens vivent. Tout à fait. Quand je vois des gens, moi, qui me disent encore la semaine dernière, un type qui me dit mon business c'est vendre des CD sur Rakuten. Hey. Je veux dire en 2018. Hey. et tu te dis mais ça existe et il y a des tas de gens qui vivent encore sur Rakuten en 2018. Il y a des millions de gens qui vivent de OLX par le monde et justement j'avais accompli mon but mais pas de la façon dont je voulais. C'est-à-dire que idéalement c'est une boîte que j'aurais jamais vendue en fait. Je voulais pas vendre OLX. C'est la boîte que je voulais gérer toute ma vie. Mais c'est un métier où il y a qu'un seul gagnant. Où il faut et des parts de marché et de l'échelle. Et jusqu'en 2010, tout se passait très bien, mais malheureusement, mon gros concurrent, qui est une boîte norvégienne cotée en bourse qui s'appelle Schibsted, qui détient Le Bon Coin, a décidé de s'attaquer à mes marchés principaux et ils ont dépensé 300 millions de dollars en pub télé au Brésil, ils ont dépensé 30 millions au Portugal. Alors les pays qu'on dominait, on était hyper dominants, mais c'est des sommes telles qu'ils ont commencé à nous faire concurrence. Et donc j'ai dû arrêter de monétiser. Donc on est passé de très profitable à perdre de l'argent. On avait un chiffre d'affaires, on est passé à 0 de chiffre d'affaires alors qu'on était profitable. Donc je suis allé voir mes VC américains en 2010. J'aurais dit écoutez, j'ai besoin de quelques centaines de millions de dollars pour les dépenser en pub télé au Pakistan et au Zimbabwe. Et en 2010, ils ont pas accroché. Un peu abstrait, quoi. Et voilà. Donc, je pense qu'en 2015, ça aurait marché. Mais en 2010, ils ont dit non. Donc, j'ai vendu, un peu malgré moi, à un groupe coté, qui s'appelle Naspers en Afrique du Sud. Oui. Qui aujourd'hui vaut, je sais pas, 125 milliards de dollars parce qu'il détient 35% de Tencent. Et en fait, et là-dessus, toi, tu vends, il y a des échanges d'actions, t'es actionnaire de cette boîte, par exemple? Oui, ils m'ont alors c'est un deal complexe où ils rachètent sur 3 ans, où je vends en partie en 2010, en 2000, et puis le reste en 2013, en fait. Mais ce qui était intéressant, c'est que eux, c'était l'inverse des Japonais. Quand je leur disais je veux dépenser 100 millions, on me disait non, tu veux vraiment dépenser 200 millions. Et donc ils m'ont donné des moyens incroyables. Essentiellement 1 milliard de dollars à dépenser pour me battre contre Schibsted et on a gagné. Et donc, sur tous les marchés, vous avez gagné? Sur tous les marchés, on a gagné en fait. Et donc ça nous a permis de fusionner de manière avantageuse pour nous, en notre faveur, en notre majorité, dans tous les pays dans lesquels on se battait. On se battait pas dans tous les pays, mais ceux où on se battait, on a fusionné en notre faveur, mais ça a pris des centaines de millions de dollars. Et rien, au Brésil, nous, on a dépensé 200, eux 300, donc 500 en tout. C'est fou, hein, quand même, parce que vivre ça quand tu montes un business. Mais oui, c'était incroyable. T'es un peu sur ta chaise de nabab, là, et puis tu te dis, bon, c'est quand même fantastique, c'est beau, puis tout d'un coup, t'as un mec qui arrive et qui décide en gros, j'imagine qu'il te regarde quand même avec, plus qu'avec des jumelles, avec un microscope. Et puis il se dit, le mec, je vais le bouffer, quoi. Oui, donc. C'est une guerre. C'était vraiment une guerre. Mais, heureusement, grâce à Naspers, on l'a gagné, on a fusionné, mais c'est vrai, j'aurais préféré ne pas avoir à vendre, gagner tranquillement et gérer ça le reste de ma vie parce que c'était une plateforme où une fois qu'on gagne, on peut se verticaliser, on peut offrir des transactions, il y a un potentiel infini et donc c'était une plateforme géniale. Mais une fois que c'était plus la mienne de boîte, je suis resté PDG quand même 3 ans, c'était fun, surtout je voulais gagner cette guerre, on a gagné, et en fait créer ou garantir qu'OLX soit une belle boîte à tout jamais. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai quitté il y a 5 ans, et ça demeure le plus gros site de petites annonces du monde, leader dans tous les pays émergents. Donc, je suis content d'avoir établi ça. Puis l'opération financière n'était pas dégueu, j'imagine. Oui, mais j'avais beaucoup levé, donc j'ai moins gagné. Alors qu'on a vendu des centaines de millions de dollars, j'ai moins gagné sur OLX en fait que sur Zingy. D'accord. Même si j'ai vendu, je sais pas, 200 millions de dollars, il m'en restait que, je sais pas, 10% in fine, ou 15%. Donc j'ai gagné, je sais pas, 30 avant impôt, qui est moins que 43 avant impôt dans l'autre cas. Ce qui reste quand même un deuxième très beau succès pour un entrepreneur qui reste relativement jeune, parce que tu n'avais pas 40 ans à l'époque, je crois. Oui, non, moi, j'avais donc 29 ans quand j'ai vendu, quand j'ai vendu Zingy, et là, je sais pas, 35, un truc comme ça. Ouais.
Et donc, énorme. Sachant qu'en parallèle, en plus, tu avais fait pas mal d'investissements assez heureux, je crois. Hein. Oui, tout à fait, oui. J'avais mis 1 million dans Alibaba qui sont devenus 20 millions. Et... Ça fait fou, hein. 1 million dans Alibaba, comment tu mets 1 million dans Alibaba? En fait, on a parlé, mais je parle mandarin. J'ai étudié à l'université normale de Beijing en 94 parce que en fait, j'écrivais sur les réformes économiques en Chine et j'ai décidé d'habiter en Chine. Alors, pareil, hein, $2 par jour, 4 dans une salle plus petite que celle-ci, avec des Chinois dans des bunk beds, avec un matelas fait de riz. T'es très polyglotte, hein, parce que mandarin, anglais, espagnol, non? Oui, tout à fait. Et portugais, du coup? Pas portugais, mais je le comprends. Ok. Pardon, du coup, je te coupe. Et non, mais c'est intéressant, cette soif d'apprendre aussi qui, je pense, te caractérise. Et oui, donc, dans les pays comme la Chine où j'ai pas un deal flow incroyable, où j'ai décidé de faire des paris concentrés dans la boîte qui va gagner. D'accord. Alors Alibaba, j'avais parlé à Jack Ma en 99 parce que j'avais essayé de racheter Alibaba.com, mais en fait le nom de code d'Auckland c'était Alibaba. Oui. Et Auckland devait s'appeler Alibaba. Et après ça devait s'appeler, si j'ai bien lu, dans mode OLX que tu as acheté. Ça devait s'appeler OLX que j'avais acheté, mais comme QXL s'est lancé et que c'était trop proche, j'ai renommé Auckland. Mais à la base, Auckland c'était Alibaba. Donc j'avais parlé à Jack Ma, donc j'avais suivi. Et en 2011, il y avait des investisseurs qui avaient investi dans Alibaba il y a 12 ans avant, qui cherchaient à sortir. Et donc, j'aurais acheté leur position, en fait. D'accord. Et t'as fait x20. Voilà. Et t'as pas revendu encore, d'ailleurs. J'ai toujours pas vendu. J'ai vendu la moitié. Ok. Ouais, des belles expériences. Alors, on va pas avoir le temps de passer sur tout parce que notre temps est limité, tous tes investissements, toutes les choses, puis il y en a beaucoup, hein, 100 par an, donc, mais on va y revenir et revenir aussi sur FJ Labs. Je voudrais parler juste de 2 petites choses parce que t'as vécu quand même des périodes assez, et t'as eu le temps de prendre le recul, je crois. Des périodes assez intenses que peu de gens vivent et moi ça m'intéresse quand même de rentrer un petit peu là-dedans, sachant que tu as partagé déjà là-dessus, donc, gagner autant d'argent avant 30 ans, après t'as eu, alors j'ai lu par moments des endroits où tu parlais de le jeune homme arrogant, imbuvable et intellectuellement condescendant en parlant de toi-même. Oui, mais ça c'était à 20 ans, hein, ouais. Quand j'étais à Princeton ou même avant au lycée. Et à l'inverse, des moments où t'es parti sur des trips totalement minimalistes, hein, avant l'heure d'ailleurs, il se passe quoi dans ta vie perso? C'est les montagnes russes, du coup, dans ces moments-là? Non, mais ça a l'air, parce que, en fait, et à la fois, j'ai l'impression qu'il y a un moment, tu as été très expansif à acheter beaucoup de choses, et à un moment, tu t'es dit... j'ai pas acheté beaucoup de choses, mais... En fait, je sais pas, quand j'avais 21 ans, je pensais que je savais tout. Ouais. Et en fait, plus on apprend, et plus on vit, plus on se rend compte à quel point il y a 2 choses à apprendre et à quel point on sait peu de choses. Et être entrepreneur, ça force à être un peu humble dans la mesure où... comme on teste tout, on se rend compte que nos intuitions sont souvent fausses. C'est-à-dire que dans une startup, je teste le modèle économique, les clients, le nom de la startup, est-ce que le bouton il est vert ou il est orange, et tous mes instincts sont souvent démontrés comme étant les mauvais. Et donc il faut faire face d'humilité par rapport à la réalité des transactions et pas son intuition. Et donc je suis beaucoup plus ouvert d'esprit aujourd'hui que je n'ai jamais été, parce que je me rends compte à quel point on sait peu de choses en fait, et il y a tellement de choses à apprendre. En termes de style de vie, en 2007-2008, j'ai pris un bel appartement à New York. Je voulais avoir des chiens, donc mais des gros chiens, donc j'ai pris un Labrador, un Rottweiler. J'ai pris une maison de campagne. Je voulais jouer au tennis, au paddle, etc. Et donc j'avais une vie qui était assez, je sais pas si c'était expensive, mais j'avais une belle voiture, une belle maison, etc. T'as le droit, enfin je veux dire. Mais j'y passais relativement peu de temps vis-à-vis des ordres que je travaillais. Et donc en 2000, et puis en fait, je me suis dit, à voir toutes ces choses-là, on en est un peu prisonnier, parce que vu que j'ai une maison de campagne et que j'ai dépensé tellement d'argent, je me sentais obligé d'y aller et d'y passer du temps, alors que c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut pas raisonner en 5 cas, il faut pas aller raisonner en ce qui maximise notre bonheur à tout moment. Et donc en fin 2012-2013, quand j'ai quitté OLX, je me suis dit, ok,
qu'est-ce que je m'envoie un email pour tous les 6 mois, tous les 12 mois pour évaluer où j'en suis dans ma vie personnelle et professionnelle et toutes mes options. Et pour faire le Tous les point, 6 mois. plus ou moins, pour évaluer, voilà, comme je suis heureux par nature, c'est dangereux de pas se remettre en question parce que je suis toujours, quel que soit le contexte dans lequel je suis, que je sois dans une relation personnelle ou dans un métier, je suis d'habitude relativement satisfait. Et donc, prendre du recul sur est-ce que je suis satisfait au maximum et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre est en fait assez important. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, ce que je n'aime pas dans ma vie, au-delà, donc c'est un de ces emails-là qui m'a d'ailleurs convaincu de quitter OLX et de repartir de zéro, alors que j'étais au top du monde. Mais à ce même moment, je me suis dit, dans ma vie, je n'apprécie pas que mes amitiés, qui en fait sont devenues importantes et profondes, sont en train de devenir superficielles. Parce que, alors que les gens commencent à avancer dans leur vie, ils se marient, ils ont des enfants, ils ont des jobs, et là où on se voyait 5 fois par semaine, on se voit 1 fois tous les 2 mois. Et ça fait une teneur de discussion qui est différente, où à la place de refaire le monde et parler de philosophie, on dit, alors depuis les 2 mois qu'on ne s'est pas vu, mon mari il a fait ci, mes enfants ils ont fait ça, mais mon métier c'est ça. Et c'est pas la même, c'est intéressant, mais c'est pas la même chose. Je me suis dit, et si je libérais du temps pour repasser plus de temps avec mes amis, ma famille, et voir ce que ça donnait. Et puis aussi, si plutôt que d'aller à des endroits par défaut, j'avais une infinité de possibilités, et donc à tout moment, je devais me poser la question, vis-à-vis de toutes les options qui sont présentes à moi, qu'est-ce que je peux ou veux faire aujourd'hui, où veux-je habiter? Et je me suis rendu compte que n'ayant plus de maison de campagne, en fait, j'y allais, c'est pas l'endroit où je voulais aller passer autant de temps, même aucun temps. Et donc, plutôt que d'aller habiter sur le canapé de mes amis pour passer du temps avec eux ou d'aller en vacances avec eux, était une meilleure allocation de temps. Et alors que, parce qu'en fait, une fois qu'on détient les choses, ces choses nous détiennent. On y va, il y a des choses à réparer, des factures à payer. Mais donc, concrètement, tu l'as fait, c'est-à-dire que tu avais gagné pas mal d'argent et t'allais chez tes potes et tu leur disais, file-moi ton canapé. Oui. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fout là? Non, c'est drôle. Oui, mais bon, j'ai toujours été bizarre, quoi. Ouais. Différent des autres dans tous les, donc c'était pas. Non, mais ça doit être super. Même ayant gagné beaucoup d'argent, en vacances, je fais beaucoup de sport extrême. Donc oui, je fais du ski en hélico et ça coûte cher, mais je vais aussi avec un sac à dos, un couteau et des allumettes, quoi, du flint pour faire un feu et dans la jungle faire de la survie pendant 10 jours. Donc et ça coûte rien. Je veux tellement, malheureusement on n'a pas le temps, donc je veux tellement qu'on parle de tout ça. Faudra qu'on se fasse un vrai follow-up. À Paris, à Londres, à New York, à l'occasion. Je t'ai loupé quand j'y suis passé, mais voilà, parce que rien que sur ces 10 jours écoute, j'y reste 3 questions parce que je dois te laisser prendre ton Eurostar juste après. Du coup, je t'ai coupé parce que sinon, je pourrais pas les poser. Sur ton orga, t'as quelques petits secrets Oui, j'outsource tout ce que je peux dans ma vie. Donc, j'ai des assistantes virtuelles aux Philippines qui gèrent mon agenda, en fait, et auxquelles je donne les règles et qui organisent tous les rendez-vous, etc. Mais j'outsource aussi la création d'albums photos, la sélection de photos, la création de vidéos pour toutes les vacances, la recherche fondamentale sur les marchés. J'utilise Upwork pour ça, Upwork.com. Maintenant, j'ai une équipe qui est chez FGLabs, nous sommes une quinzaine qui file tous les investissements, donc vraiment j'ai outsourcé le plus possible pour faire les choses qui me plaisent dans la vie, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, et à allouer du temps, voilà, aux choses qui m'intéressent le plus. Et du coup, aujourd'hui, tu arrives à pas bosser tout le temps et à profiter Oui, je travaille beaucoup moins qu'avant. Je travaille, je sais pas, 50-60 heures par semaine. Oui, ce qui reste pas mal, mais raisonnable. Donc... Ouais. Et je prends des vacances. Maintenant, avant, je prenais 0 vacances. Maintenant, je prends 5-6 semaines de vacances par an. Très bien. Pour un Américain, c'est beaucoup. Voilà. D'ailleurs, t'es pas américain, si? Non, je suis français. D'accord. Tu nous as parlé rapidement de petits hacks sur les communiqués de presse ou la presse tout à l'heure d'Auckland. Tu pouvais revenir dessus, tu me disais. Ah oui, c'est pas forcément faisable aujourd'hui, mais à l'époque, les gens étaient pas moins sophistiqués en termes de RP et donc, les gens répondaient pas forcément aux journalistes, etc. Donc, j'avais approché tous les journalistes d'abord de la presse papier, leur disant, donnez-moi 5 minutes de votre temps, je fais l'effort d'aller vers vous. Donc, j'allais dans leur bureau,
pour leur parler 5 minutes. Mais comme l'histoire était convaincante, 5 minutes devenait 1 heure, 1 heure devenait un article. Ensuite, ils commençaient à m'envoyer des emails. Ils me posaient des questions. Mais en fait, ce que je faisais pour chacun des journalistes qui m'envoyaient des emails avec des questions, je leur écrivais leur article. Et ils le publiaient tel quel. Sans édition, etc. Parce que les gens sont relativement paresseux. Et donc, tout d'un coup, et bien sûr, je nous mettais en valeur. Et donc, le bouche à oreille était devenu, vous avez des questions sur les enchères, d'abord, vous me parlez à moi. Ensuite, c'était, vous avez des questions sur l'Internet, vous me parlez à moi. Et donc, on avait une presse incroyable, d'abord en papier, ensuite en radio et in fine en télé, où on était suivi par Capital, Envoyé spécial, mais préempter tout l'écosystème. Ça avait été fait de manière assez artificielle, où j'avais littéralement contacté manuellement tous les journalistes. Mais aujourd'hui, on peut le faire de manière similaire. Donc, si je crée une boîte, plutôt que d'embaucher une compagnie de RP, j'embauche Upwork et je leur dis, trouver tous les journalistes et tous les blogueurs qui ont parlé de sujet X, quel que soit le sujet, sur la dernière année. Donc, ils en trouvent littéralement 20 000, 230 000, quoi, des chiffres hallucinants. Ensuite, j'embauche d'autres personnes pour écrire un article spécifiquement pour eux, en phase vis-à-vis de leur audience, de ce qu'ils écrivent, qui publier. Et comme on écrit l'article, beaucoup de gens les publient, donc ça fait des liens SEO entrants incroyables, ça fait une RP incroyable, et donc ça crée une RP bien plus élevée que ce qu'on aurait en embauchant même la meilleure agence de presse du monde. D'accord. Bon, on va s'arrêter là. Je vais te demander 2 choses. Une première, c'est où est-ce qu'on te suit? Twitter et surtout fabricegrinda.com, je crois. Oui, c'est mon blog. J'écris sur tout et n'importe quoi de manière relativement régulière. Donc fabricegrinda.com, c'est le plus simple pour me suivre. D'accord, très bien. Et la dernière chose quand même, parce que c'est toi qu'on a parlé, t'as quand même fini par avoir une copine ou... Ah oui, à 27 ans, j'ai eu ma première copine. mais même là, je vis une vie atypique dans le sens où je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, j'ai pas pour vocation d'avoir, et j'utilise la même stratégie de hacking sur comment vivre des relations ou amoureuses que j'utilise dans ma vie entrepreneuriale, en testant différentes règles, différents modes de. Tu dois pas satisfaire toutes les oui, mais c'est pas pour tout le monde, mais ça marche pour moi et pour les copines qui me suivent. Fantastique. Écoute, j'aimerais vraiment qu'on suive tout ça. On se refera ça quand tu auras le temps. Je te remercie, Fabrice, vraiment d'avoir accordé ce temps à Génération Do It Yourself, à moi et puis à tous nos auditeurs. Et puis à tous, je vous remercie si vous êtes restés là de bien suivre Génération Do It Yourself sur iTunes et passer le bon mot, parce que c'est comme ça que je gagne de plus en plus d'auditeurs et qu'on peut avoir de plus en plus de personnes qui écoutent les bons conseils de Fabrice, les belles histoires et des prochains qui arrivent. Merci beaucoup, Fabrice. Merci. À bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.